de leur Crozon. Bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Je profite de l'occasion et de l'invitation de Jean-Jacques pour mettre un petit peu d'histoire dans ce forum. Donc là, ce ne sera pas tellement des questions de business model, de différentes activités économiques, mais un petit peu de replacer toute la dynamique qui a lieu aujourd'hui dans une perspective historique en évoquant un des pionniers de l'écologie politique en France, de l'écologie tout simplement, et de toutes les problématiques liées à la campagne, qui est Bernard Charbonneau. Et je voulais aussi, par la même occasion, essayer d'articuler autour du goût de la ville les questions de la ville, de la campagne et de la nourriture. Ne vous inquiétez pas, je ne vous embêterai plus avec des chiffres après. Alors, c'est un peu mystérieux. Je ne sais pas si ces chiffres évoquent quelque chose pour vous, probablement pas, mais vous allez voir qu'ils sont à la base d'une transformation assez spectaculaire pour la France. Vous aviez 6 millions de paysans à peu près en France en 1955, beaucoup plus, c'était quasiment presque la moitié de la population tournée autour des activités agraires et rurales avant 1914. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 000. 61%, 62% disons, de la population qui vit en zone urbaine en France aux environs de 1960, 85% aujourd'hui, zone urbaine, plus de 1000 habitants, on est vraiment déjà sur un changement majeur. Derrière ces chiffres, il y a eu quand même des réalités humaines qui sont très prégnantes. J'ai passé le week-end dernier dans l'Ariège, donc contrefort des Pyrénées, et quand vous passez dans les villages, vous ne pouvez pas manquer les monuments aux morts. Évitablement, on les oublie souvent, mais c'est important. 1914 a été une saignée terrible sur la paysannerie française, et des millions de gens ont disparu, donc moins de paysans, pas seulement parce que évolution technique, évolution des métiers, mais aussi deux guerres qui ont eu un impact fort sur la démographie de la population. Et puis, suite à la Seconde Guerre mondiale, tout le mouvement de reconstruction, de modernisation, les 30 Glorieuses, ont accéléré une tendance déjà présente, mais qui là s'est vue accélérer d'urbanisation. Donc il faut s'en souvenir et ne pas l'oublier. Mais un tel mouvement n'est pas sans conséquences en termes, je dirais, socio-culturels. Ça, c'est le nombre d'exploitations agricoles. Là, vous voyez, c'est vraiment spectaculaire. 6 000 vers plus de 6 millions dans les années fin du 19e siècle, pour aujourd'hui, un petit peu moins du million. Donc, ce mouvement-là n'est pas simplement un changement, je dirais, d'ordre technique, c'est aussi un changement social que l'auteur que je vais vous présenter a appelé la Grande Mue, car vous ne l'avez pas seulement en France, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'échelle de la planète. Vous aviez 2% de la population aux alentours de 1800 qui vivait dans des zones urbaines, on est à plus de la moitié aujourd'hui. Vous avez des projets dont certains sont méritent, on s'y attarde, c'est tellement par leur dimension spectaculaire, une ville au milieu de la Chine prévue pour accueillir 42 millions d'habitants pour une surface à peu près grande comme la Suisse. Là, on peut vraiment parler d'urbanisation, et ça se fait évidemment à la chinoise. Ils ne demandent pas trop leur avis, on les regroupe, c'est un peu sévère, mais c'est des choses d'une dimension qu'on n'en avait pas connue jusqu'ici. Donc, on va voir que l'impact en termes social, personnel, est vraiment important. Donc, c'est une mue, c'est pas une crise, pas seulement ça, et ça met devant nous des défis en termes humains et culturels. Alors, joie de la conversion. Bernard Charbonneau est un auteur bordelais qui est né donc en 1910, il est décédé en 1996. Moi, je l'ai connu personnellement de 86 à 96, quand j'étais doctorant en philo, et mon travail portait sur son œuvre. Dans les années 30, à ce moment-là, il a été avec d'autres Bordelais, dont Jacques Ellul, qui est un peu plus connu, un peu à l'initiative du mouvement écolo. Et dans les années 60, un de leurs hauts faits d'armes
et d'avoir réussi à empêcher le bétonnage de la côte aquitaine. Donc ils voyaient ce qui se passait, je dirais, côté Méditerranée, et ils ont tout fait pour empêcher ça. Ils ont réussi à mobiliser les gens, lutter contre l'administration. Au final, réussi à préserver la côte aquitaine. Alors, aujourd'hui, quand on s'y promène et qu'on y passe des vacances, on a oublié un peu, mais ça ne s'est pas fait tout seul, et on voit les effets différents sur ces deux côtes. Il est important de noter que c'est un géographe et un historien de formation, donc très attentif aussi bien au paysage et à l'évolution des lieux et des milieux dans le temps. Pour l'anecdote, il a été cacique de l'agrégation de géographie en 1935 et il a fini 8e au final en s'étant fait plaisir avec une dissertation à l'oral sur le vin. Il adorait le vin. Je veux dire, je dirais qu'il m'a communiqué. La même occasion avec celui de la pêche à la ligne. Quelques grands thèmes de son œuvre, et donc on va voir qu'ils sont très très liés à ce que nous faisons aujourd'hui. Le premier, c'est la liberté. Pour lui, c'est vraiment indispensable de voir, c'est vraiment le fil conducteur de toute son œuvre. Et il est intéressant de voir que dans sa perception, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une approche philosophique, c'est quelqu'un, c'est chacun d'entre nous. Et il ne faut pas oublier sa dimension, je dirais, personnelle, charnelle, physique. Donc c'est vraiment un point où il se distingue d'approches philosophiques un petit peu plus abstraites. Il est très existentiel là-dessus. Donc ça nous donne une capacité à agir et un devoir à agir. Et on va voir que c'est très important, notamment lorsque l'on doit prendre des initiatives pour tout ce qui a trait à notre environnement, à notre bien-être. Donc ça, c'est vraiment un élément fondateur dans son œuvre. Second élément sur lequel il a passé énormément de temps, il a été un témoin attentif et vigilant de la transformation de la campagne française. La campagne, souvent, pour des personnes qui sont très habituées à la vie urbaine, on la confond avec la nature. La campagne n'est pas la nature. C'est-à-dire, la campagne, c'est déjà une nature qui a été humanisée, où il y a un travail qui se fait, et vous avez vraiment le mix entre les deux, je veux dire, travail humain et nature très prégnante. Toujours pour prendre l'exemple de l'Ariège, pendant longtemps, vous aviez de la culture en terrasse de pommes de terre sur les contreforts. Et quand j'y suis allé, j'étais là, évidemment, le Parisien en vadrouille. Oh, quelle jolie forêt! Mon passeport qui descend. On m'expliquait que non, pendant longtemps, vous aviez en fait de la terrasse. Et au fur et à mesure que les paysans en fait, sont partis ou sont allés travailler ailleurs, la forêt a repris très rapidement ses droits. Donc ce que l'on voit, on se dit, ah ben, les gens donc, travaillent le bois tout. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment la forêt qui a repris ses droits et qui la reprend de plus en plus au fur et à mesure que vous avez moins de personnes qui s'occupent du paysage. Et ça se ressent sur tout ce qui est sentiers, forêts. Beaucoup de sentiers qui étaient utilisés par les forestiers ne sont plus entretenus, faute de bras, tout simplement. Et là, effectivement, la nature reprend ses droits. Donc c'est un équilibre assez subtil entre le travail humain et la nature, et c'est une lutte qui est difficile. Souvent la nature, qui est plutôt telle qu'on la connaît maintenant, une invention moderne, c'est quelque chose qui nous plaît bien, on pense à la nature, c'est presque un parc d'attractions, quelque chose de très sympathique. La nature, c'est pas toujours si sympathique que ça. Si vous vous retrouvez vraiment en pleine nature, c'est plein de choses qui en veulent à votre vie, qui veulent vous manger, ou vous tuer, ou vous... C'est pas Center Park, c'est pas quelque chose d'aseptisé. Et souvent, ça a été un travail très long, sur la durée, pour que l'homme se fasse une place dans des environnements qui sont assez souvent hostiles. On peut penser que vous avez des groupes humains qui vivent dans des environnements, je pense par exemple aux populations qui vivent dans le Grand Nord, c'est absolument pas un endroit très très sympathique, très sympa, c'est même plutôt hostile à la vie, et vous avez quand même tout un travail qui se fait pour vivre dans ces environnements-là. Donc on l'oublie, la campagne c'est aussi ça. Et la campagne s'est fait littéralement atomiser des années 50 jusqu'à à peu près maintenant. Je veux dire, ce que l'on voit aujourd'hui est vraiment très éloigné de ce
quand on a pu être l'expérience de personnes qui ont pu la connaître dans les années 50, voire même encore au début des années 60, il y avait encore des restes. Aussi bien socialement, vous aviez toute une vie qui gravitait aussi beaucoup autour de, à l'époque de l'Église ou de groupes comme le Parti communiste qui avait, je dirais, une influence dans la vie sociale qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Bien, peu importe, mais c'était vraiment très différent. Vous aviez une bonne partie de l'activité économique qui se jouait autour de ça, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, les choses se sont transférées à d'autres endroits, mais il faut voir que ça s'est fait sur un temps qui, à l'échelle humaine, est court, très court. Je veux dire, des personnes qui sont nées, je dirais, dans les années 40, donc qui aujourd'hui ont la soixantaine, ont encore connu, au moins dans leur enfance, cette période-là. Donc c'est pas si loin. Mais la transformation a été accélérée. Il a réussi à articuler son témoignage et ceci d'une manière assez fine et en montrant sans sombrer dans le « ah, c'était mieux avant » ou « moins bien », en montrant qu'au contraire, c'est une question pour nous, c'est un enjeu pour nous et on doit arriver aujourd'hui, et on va voir les impacts que ça a sur l'aspect agricole, maintenant qu'il faut qu'on assume le fait d'être dans cet environnement urbain, mais il faut que l'on arrive à articuler autre chose entre la ville et ce qu'il a appelé d'un terme que je trouve assez spectaculaire, mais qui en même temps fait un peu mal, de banlieue rurale, ce qui est différent de la campagne. Alors, il faut voir aussi que depuis l'époque où il a écrit, on était vraiment à la fin des 30 Glorieux, c'est vraiment la modernisation à outrance. Les choses se sont infléchies. Il y a une partie quand même de ces diagnostics qui ont porté, et effectivement, la campagne aujourd'hui réinvestit. Mais comme tout, ça ne se fait pas en 5 minutes et ça reprendra un peu de temps. Et on va voir que ça a un intérêt énorme pour les citadins. En tant que pionnier du mouvement écolo, il faut rappeler qu'il était là quand même au début. Souvent, pour les personnes qui s'intéressent à l'écologie, on a effectivement, il y a un parti politique qui se réclame de l'écologie, c'est pas de ça dont on parle ici. Pour lui, il était très important que le sentiment de la nature qui se faisait de plus en plus prégnant à mesure que l'urbanisation se faisait de plus en plus présente, puisse être un levier de transformation, effectivement, ça, c'est-à-dire de retrouver d'autres formes de liens, de retransformer aussi éventuellement l'activité économique de façon à ce qu'elle ait un visage humain et que ce ne soit pas, je dirais, une course assez aveugle ou au profit ou tout simplement à une destruction de l'environnement et du milieu social. Pour lui, il était très important de bien comprendre une chose, c'est que la liberté, c'est pas seulement vous et moi, les gens, c'est aussi un milieu, et on a besoin, pour qu'il y ait cet équilibre et pour que l'individu s'épanouisse, d'avoir une nature, cette fois acceptée, mise à distance, mais vue pour ce qu'elle est, pas naïvement, mais perçue vraiment dans son altérité par rapport à nous. Et aussi un milieu urbain qui ne soit pas, je dirais, une banlieue construite à la va-vite, mais une vraie ville construite de manière organique et voulue. Et un point lui semblait important pour articuler tout ça. Il semblait pour lui qu'il était important que les choses puissent se faire à échelle humaine, je dirais à dimension humaine, et qu'on puisse tout de suite se saisir d'occasion d'agir. Souvent, si on regarde les choses d'une manière à grande échelle, politiquement, c'est compliqué, il faut mettre en œuvre des mouvements, c'est pas simple. Mais il y a des choses où nous ne sommes pas complètement impuissants, il y a des choses qu'on peut faire, et pour lui, ça commence dans la cuisine. Le président de la République ne vient pas inspecter, on l'espère pas encore, ce que l'on fait dans nos cuisines. Il y a pour lui un élément important du rapport à la nourriture. On va voir qu'autour de ce rapport-là, on peut expliquer et articuler un certain nombre de choses importantes que nous avons vues aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue écologique, d'un point de vue d'une éducation à la liberté, je le dis tout de go, et aussi sur une dimension économique dont on va voir les éléments. Et pour lui, le premier élément, c'était
une éducation du goût, car pour lui, un des effets de cette destruction, mise à distance de la campagne, c'est qu'on n'a plus tellement une éducation au goût, enfin, on n'a plus tellement de repères sur les aliments, les produits de base. Pour avoir fait l'expérience d'emmener les enfants à la campagne et de leur avoir présenté du lait, ils étaient ravis. Le week-end, ils ont fait encore aller courir, ramasser des têtards, ils ne les ont pas ramenés. Dieu merci, des grenouilles. On n'en a pas encore dans la baignoire, mais ça viendra. Donc, pour les enfants, c'est important. Et ce contact-là, je pense, est essentiel. On va voir comment, autour de la nourriture, il y a quelques enjeux très importants qui se jouent. Alors, ce personnage-là, c'est Tantale, un tableau d'un maître italien du XVIe. Alors, si vous voulez le voir en vrai, il faudra prendre l'avion et aller en Nouvelle-Zélande. Donc ça va un peu plomber votre bilan carbone. Mais oui, alors Tantale, pourquoi la nourriture? Tout simplement, il organise un banquet, il invite les dieux, et ce qui leur sert, c'est son fils. Il a coupé en morceaux. Ils s'entendaient peut-être pas, mais c'est un peu radical pour régler une dispute, si vous voulez. Donc il sert son fils aux dieux pour tester leur discernement. Tous les dieux s'en rendent compte assez rapidement. Ils sont en train de manger de la chair humaine, très symboliquement, c'est très fort. Sauf une qui est Déméter, qui est la déesse des moissons, de la terre, etc., et qui mange à bout de l'épaule, horreur, de Pélops, le fils de Tantale. Désastre, Tantale est puni, il se retrouve aux enfers, et là il est puni très sévèrement, c'est-à-dire qu'il va avoir faim et soif indéfiniment, et toujours vont se rapprocher de lui des fruits, de l'eau, etc. Et jamais il ne pourra étancher sa soif. Et pour Charbonneau, Tantale est un personnage intéressant. Il s'attache beaucoup à la mythologie et aux symboles. Et je pense que c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu pris dans nos contradictions. Je veux dire, on a un système qui dévore les ressources de la planète, n'en a jamais assez, et à chaque fois, on recrée indéfiniment, je dirais, de nouveaux besoins, de nouvelles, qui vont à leur tour nécessiter de nouvelles ressources et autres, sans fin, sans que la fin première, cette fin de nature, de contact, de lien, soit vraiment étanchée. Cette fin-là, cette soif-là, ne peut pas s'étancher avec des objets, il faut repartir à la base, reprendre contact avec les éléments sous peine d'être, comme Tantale, victime d'un désir qu'on ne pourra jamais étancher. Avec humour, il s'est penché là-dessus, sur le sujet de la nourriture et des nourritures industrielles. Alors au passage, dans un festin pour Tantale, qui est son grand texte sur les nourritures, les industriels se prennent une volée de bois vert, bio j'imagine, en l'occurrence, sur les nourritures, et ils passent sur des éléments, je pense, essentiels, que j'aimerais que vous puissiez emporter avec vous. La première chose, c'est l'éducation. Et pourquoi? Car pour lui, faire la cuisine, goûter de bons aliments, c'est une éducation du goût, c'est un exercice de discernement, parce que l'acte de se nourrir, pour lui, n'est pas simplement le fait de s'alimenter, il a toujours trois dimensions. Il a une dimension un peu sociale. Manger tout seul, c'est pas drôle. Manger, c'est vraiment le repas qu'on prend en commun avec les amis ou en famille. Donc il y a cette dimension de lien social. Sinon, on ne fait que s'alimenter. Un deuxième élément qui a une dimension rituelle, symbolique, je dirais presque religieuse. C'est ça qu'on ne mange pas n'importe quoi, ni n'importe quand, ni n'importe comment. Dans toutes les religions, la nourriture a une dimension importante et il y a effectivement des prescriptions, pas simplement pour embêter les gens, mais aussi pour faire prendre conscience de la dimension, je dirais, symbolique forte de la nourriture. C'est un rapport à la nature, à la terre, on se nourrit, on s'alimente, et quelque part, il y a cette idée que on est un peu ce qu'on mange. Je tempérerai ceci par la suite. Dimension donc symbolique, dimension sociale. Et puis, il y a une dimension technique et économique, c'est-à-dire que cultiver les aliments, produire la nourriture est une activité qui nous occupe de manière importante. Et pour les citadins, il y a cette nécessité de pouvoir accéder à des aliments. Et on a un paradoxe important pour la ville, c'est que c'est le lieu où vous êtes exposé
le plus largement possible à un éventail de choix inimaginables jusqu'à récemment, et c'est en même temps l'endroit où vous avez le moins de références pour savoir si ce que vous goûtez est bon ou pas. Deuxième élément de cette dimension économique, c'est qu'il faut éviter, à son sens, ça c'est très important, d'avoir une dichotomie qui se passe dans la nourriture entre une nourriture, je dirais, de masse, de qualité moyenne, voire médiocre, et une nourriture, entre guillemets, naturelle, de luxe, qui serait vue comme nourriture haut de gamme, avec les labels qui vont bien. Ce serait une mauvaise pente à prendre. En effet, il faut que ça soit accessible à tous, et pour que ce soit accessible à tous, il faut que ce soit quelque part bon marché. Et c'est là où l'imagination peut trouver à s'employer, et où on voit beaucoup d'initiatives de remettre des jardins dans les villes, de trouver à cultiver, pour des villes même à grande échelle, essayer d'imaginer, de manière d'avoir soit des fermes verticales, enfin beaucoup de choses qui permettent de rapprocher la production d'aliments. Et quand ceci est écrit, il l'écrit à peu près dans les années 70. Ça a été publié après sa mort. Pour lui, il faut rétablir le lien direct entre le producteur et le consommateur. Tout ne sera pas forcément en circuit court, hein, faut faire attention, mais il doit y avoir un contact direct, et ça a donné ses fruits, vu qu'après on a vu les AMAP, etc., plein de choses sont venues après. Donc c'est vraiment des éléments importants. En synthèse, on peut commencer à faire bouger les choses, à changer les choses par nous-mêmes, déjà à partir de cet élément premier qui est l'acte de se nourrir. On n'imagine pas assez que tout ce que nous faisons a ces trois dimensions. Aussi bien une dimension sociale, une dimension, je dirais, j'appellerais rituelle. C'est important, on pourrait faire une étude similaire avec tout ce qui a trait aux soins du corps et au bain. Le terme lavabo, c'est un terme religieux au départ. C'est des choses qui sont à portée de main, que l'on peut démarrer immédiatement. Et ça, je pense que c'est une dimension qu'il faut garder à l'esprit. Autre point aussi, c'est que l'on voit que par la dimension économique, il y a une capacité de transformation et une capacité d'action pour tous. Et c'est là où effectivement vont pouvoir se greffer soit de nouveaux modèles économiques, soit de nouveaux modes de production qui viennent se greffer là-dessus. Mon petit grain de sel. Pour avancer là-dessus, on n'avancera pas sans les industriels. Je veux dire, tout le monde ne va pas se retrouver avec son jardin, son lopin, etc. Ça ne se passera pas comme ça. Il y a un travail à faire de leur côté, et le premier, bizarrement, c'est de restaurer la confiance, parce qu'aujourd'hui, un besoin qui va être de plus en plus important, c'est vraiment de savoir ce qui atterrit dans nos assiettes. Alors si maintenant vous avez des lasagnes au cheval qui a fait 3 fois le tour de la Terre en passant par Chypre, revendu 15 fois en passant par l'Amérique du Sud, ça ne va pas le faire. Et la confiance est un élément essentiel et indispensable quand vous faites de l'industrie. Aussi étrange ça puisse paraître, c'est même le premier. Dès l'instant où cet élément-là se perd, vous perdez tout. Donc, il y a un travail et une pression de notre part à faire sur les industriels. Dernier point, je pense, en terminant, sur un auteur qui est aussi une connaissance de Charbonneau, et c'est cette idée qu'on n'est pas impuissant, on peut faire des choses, mais je trouve cette phrase magnifique. Souvent, autour de l'écologie, de la décroissance, de ce genre d'activité, on est souvent assez tenté de baisser les bras, vu les difficultés, et de s'imaginer que pas grand-chose n'est possible. Mais en fait, si, c'est possible. Et souvent, c'est certains qui ont déjà baissé les bras. Le fait de déjà baisser les bras, c'est s'interdire toute possibilité d'action. Donc, autour de ça, je dirais qu'on a un gros travail sûrement d'éducation, de transmission à faire, mais que c'est possible, et c'est déjà entamé, et heureusement que des personnes comme Charbonneau et Lude et Questions à 10 sont ouverts là-haut. Je vous remercie, et bien sûr, vos questions sont les bienvenues, je les attends avec impatience et gourmandise.